Économie Le Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, il se présente comme l'homme qui mettra fin à la vie chère. Mais que peut attendre Israël de son tout nouveau patron du Trésor? Moshe Carton a bâti sa réussite électorale sur une promesse: élargir la concurrence à l'ensemble des secteurs de l'économie. Les attentes, les espoirs face aux défis de la réalité. Avi Pazner sera notre invité dans un instant pour en parler. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant tout cela, tour du monde de l'actu éco. Et d'abord, ce tremblement de terre ce matin dans le milieu du football, avec un coup de filet assez spectaculaire dans un hôtel de Zurich. La police suisse a procédé à l'arrestation d'une dizaine de cadres de la FIFA, la Fédération internationale de football. Ces individus sont soupçonnés par la justice américaine de corruption, racket, blanchiment d'argent et détournement de fonds, actes commis au cours de ces 24 dernières années. Ils devraient être extradés vers les États-Unis. En parallèle, la justice suisse a pour sa part ouvert une enquête sur l'attribution des Coupes du Monde de foot 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar par la FIFA bien sûr. Le président de la Ligue française de football s'est dit choqué ce matin, on l'écoute. Si les faits sont avérés, les faits de corruption au niveau de l'octroi de telle ou telle décision, c'est extrêmement grave et moi je souhaite que la police et la justice suisse aillent jusqu'au bout dans cette affaire. Tout ça tourne beaucoup autour du nom de Sepp Blatter. Pour moi, malheureusement, ça n'est pas un problème d'homme. C'est un problème d'organisation, ces fédérations internationales. Pourquoi ? Il y a un problème de transparence, d'abord. En tout cas, une affaire qui éclate à seulement 2 jours de l'élection du patron de la FIFA. Sepp Blatter, en poste depuis 17 ans, vise un 5e mandat. Direction l'Amérique latine, où ce sont les 2 plus puissantes économies de la région, Brésil et Mexique, qui ont proclamé hier l'ouverture d'un nouveau chapitre de leur relation. Enrique Peña Nieto, le président mexicain, a reçu son homologue, vous le voyez, brésilienne, Dilma Rousseff. Brasilia et Mexico pèsent ensemble les 2 tiers du PIB latino-américain. Commerce bilatéral multiplié par 6 en 20 ans et des signatures, il y en a eu. Investissement, commerce, tourisme, environnement, le tout autour d'un petit verre de tequila. Ces dernières années, le Brésil est devenu la 2e destination de l'investissement mexicain dans le monde, avec plus de 22 milliards de dollars. Le Brésil est le principal investisseur étranger au Mexique parmi les pays d'Amérique latine. Nous espérons augmenter et même doubler le niveau déjà important de nos échanges commerciaux. Passer de 9,2 milliards de dollars aujourd'hui à éventuellement le double dans moins de 10 ans. En Europe, un mot du prochain sommet du G7. Ce mercredi, ce sont les ministres des Finances qui se réunissent en Allemagne. Mais dans 2 semaines, ce sera au tour des chefs d'État qui doivent notamment discuter de la stratégie des pays riches pour soutenir la croissance mondiale. Et en prévision de ce rendez-vous, les autorités allemandes viennent de rétablir les contrôles aux frontières, suspendant ainsi la libre circulation dans l'espace Schengen. Le but, éviter l'infiltration de manifestants violents. Le ministère de l'Intérieur a décidé de réintroduire les contrôles aux frontières en raison des craintes sécuritaires autour du sommet du G7. Des opposants au sommet prêts à recourir à la violence pourraient franchir les frontières allemandes au sein de l'espace Schengen, où, normalement, il n'y a pas de contrôle aux frontières. En France, 2 informations. D'abord, bonne nouvelle, le rebond des investissements étrangers entamé en 2013 se poursuit. 608 projets d'extension ou d'implantation dans l'Hexagone l'an dernier, soit une hausse de 18%. C'est même nettement au-dessus de la progression moyenne en Europe, plus 10%. Attention tout de même, les emplois générés sont relativement peu nombreux. Et puis, mauvaise nouvelle, elle vient de la Cour des comptes qui pointe la hausse du déficit et de la dette en 2014, malgré les efforts qu'affirme avoir fait le gouvernement. 3,9% du PIB pour le déficit d'après le rapport sur le budget de l'État. Et non 3,6 comme espéré. Allez, on se tourne vers le Maghreb. Ford va ouvrir au Maroc 2 bureaux de vente et d'achat à Tanger et à Casablanca. Plusieurs millions de dollars d'investissement et des milliers d'emplois indirects annoncés. Le constructeur américain veut renforcer sa présence sur le marché nord-africain. Sur les 6 millions de véhicules Ford vendus l'an dernier dans le monde, seuls 200 000 ont trouvé preneur dans cette région. Pour l'heure au Maroc, c'est Renault-Nissan qui règne en maître, 40% de part de marché. Nous sommes ici parmi les leaders du marché et nous voyons que le Maroc a également une très bonne infrastructure, d'excellents ports et une main-d'œuvre qualifiée. Nous estimons que l'industrie automobile va poursuivre sa croissance dans cette région. Donc le Maroc est un marché très important pour nous. Voilà, et puis marché conclu pour Charter Communications, le 3e câble opérateur américain, qui a annoncé hier une offre d'achat pour le numéro 2 du secteur, Time Warner Cable, 78,7 milliards de dollars au total, dette incluse, pour donner naissance à un vrai concurrent du numéro 1, Comcast.
Et le dossier du jour, Israël qui découvre son nouveau ministre des Finances, poste clé au sein du gouvernement puisqu'il influe sur des pans essentiels de l'activité économique. Et pour parvenir à ce poste, Moshe Carlon a mené une campagne électorale concentrée sur l'ouverture à la concurrence de l'ensemble des secteurs. Il l'a fait en 2012 pour les télécoms. Peut-il reproduire cette réussite avec l'immobilier, les banques, l'alimentation ou l'énergie? Avant d'en parler avec Avi Pazner, son portrait avec Yohan Jameta d'Angelo. Il est celui qui a promis de faire disparaître la vie chère en Israël. Moshe Carlon vient d'être nommé ministre des Finances du nouveau gouvernement Netanyahou, un poste convoité par le chef du parti centriste Kulanu. Durant sa campagne lors des élections de mars, Moshe Carlon avait fait de la baisse du coût de la vie sa priorité. Issu d'une famille séfarade modeste, il a défini d'emblée ses prochaines réformes, l'immobilier et la banque. En 6 ans, le prix d'une location en Israël a grimpé de 60%. Du côté des banques, 2 établissements se partagent 70% du marché. En s'attaquant à ces chantiers, Moshe Carlon assure de ne pas oublier ses promesses de campagne. Ma première réunion au sein du ministère des Finances se concentrera sur les questions que j'ai abordées tout au long de ma campagne. Nous parlons de la crise du logement, de la concurrence des banques sur le marché financier et surtout l'économie globale. Parce que selon ma vision des choses, la concurrence est le meilleur ami du consommateur. L'arme de l'ouverture à la concurrence, Moshe Carlon l'avait déjà brandie en 2012. À l'époque ministre des Communications, il avait permis l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs de téléphonie mobile. Conséquence, des forfaits téléphoniques à moins de 20 € par mois. Un succès dont le ministre des Finances souhaite encore tirer profit et qu'il croit pouvoir adapter à d'autres secteurs. À cause du manque de concurrence, les citoyens israéliens payent beaucoup d'argent et de taxes. À mon grand regret, plus faibles sont les gens et plus ils doivent payer, notamment en ce qui concerne les frais de gestion, de commission. Toutes ces anomalies doivent être freinées. Hier, lors d'une réunion avec les responsables du ministère, j'ai pu voir que des projets étaient déjà prévus. La semaine dernière, Moshe Carlon a présenté son premier plan pour encadrer la hausse des loyers. Il empêcherait les propriétaires d'augmenter les prix pendant les 3 à 5 premières années après la signature du contrat de location. Une mesure qui, si elle est adoptée, ferait de Moshe Carlon l'atout social du gouvernement. Et sans doute l'un des hommes les plus attendus de ce 34e gouvernement. On va accueillir Avi Pazner qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors on vous connaît sous votre titre d'ancien ambassadeur d'Israël en France, notamment dans les années 90. On va vous découvrir dans le costume d'économiste que vous êtes. Alors pour comprendre un petit peu la mission de Moshe Carlon, quelles sont ses réelles prérogatives en tant que ministre des Finances? Est-ce qu'à ce poste, il a les moyens de tenir ses promesses de campagne? Il a les moyens parce que le ministère des Finances est peut-être le ministère le plus important après celui de la sécurité. Et s'il peut travailler avec le Premier ministre comme il se doit, il peut faire les réformes qu'il tente de faire qui ne sont pas faciles du tout. Parce que quand vous l'entendez parler, la compétitivité, c'est bien à dire, c'est très difficile à faire. C'est des luttes de titans qu'il faut mener ici contre les banques, les grands entrepreneurs, les tycoons, etc. Mais oui, il a les moyens. Et d'ailleurs, il s'est doté des moyens. Car comme condition à son entrée au gouvernement, il a demandé que toutes les prérogatives, par exemple, regardant l'immobilier, soient concentrées au ministère des Finances. L'autorité des terrains, oui. Oui, l'agent des terrains. Et même, il a placé son homme comme ministre de l'Environnement pour être sûr qu'il ne va pas le déranger. Ouais. Okay. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en Israël, c'est quand même assez séparé, ministre des Finances et ministre de l'Économie. Ce sera Aryeh Deri, donc du parti Chasse. Est-ce que la cohabitation vous paraît possible entre ces deux hommes? Oui, pourquoi pas. Vous savez, il n'y a pas à comparer entre les prérogatives et la puissance du ministère des Finances qui tient les mains sur le cordon et le ministère de l'Économie qui est important. Mais pour chaque pas qui doit avoir le hockey du ministère des Finances. Et Deri et Carlon, je crois, vont s'entendre bien. Ce sont deux hommes intelligents. Très social, oui. Oui, oui. Très social, Et dans le social, absolument. Et du même côté, comme vous le dites. Et du même côté, c'est-à-dire, ils représentent vraiment la classe moyenne ou même la classe moyenne faible. Okay? Donc on peut attendre des changements. Il y a des compatibilités. Alors, puisque l'élément clé pour Moshe Carlon, c'est la concurrence, le renforcement de la concurrence, à quel secteur, d'après vous, il va s'attaquer très vite? À l'immobilier. Je crois que ça, c'est le premier secteur et c'est aussi le plus facile. Enfin, facile. Avec la montée des prix qui est quand même difficile. Ouais, parce que la montée des prix est dramatique en Israël et il me semble qu'il y a une bulle qui ne demande qu'à être crevée. Okay. Et comment est-ce qu'on la crève?
en s'attaquant à la demande. On vient d'entendre maintenant qu'il veut limiter les loyers. On parle aussi d'une taxe, d'un impôt plus élevé pour l'achat d'appartements. Et il faut aussi attaquer l'offre. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui beaucoup de difficultés pour ceux qui veulent construire. Il y a tellement de lois, de bureaucratie, etc. Il faut couper là-dedans. Donc là, je crois que s'il s'attaque premièrement à l'immobilier, il a plus de chances de réussir qu'avec les banques. Donc plafonner les loyers et puis construire plus. L'alimentation aussi sera un défi assez important avec les monopoles. L'alimentation aussi, c'est très compliqué. On a essayé depuis longtemps déjà, mais c'est possible, ok? Il faut ouvrir. L'alimentation aussi à l'extérieur, c'est-à-dire importer, laisser importer. Si vous laissez importer, ça va réduire les prix ici. Jusqu'à maintenant, il y a eu une défense, ok, qui est compréhensible, de l'agriculture locale. Il faudra maintenant, si on veut faire baisser les prix, ouvrir le marché israélien vers l'extérieur. Alors un mot aussi, ce bémol quand même ces derniers jours, la démission en début de semaine du patron de l'antitrust israélien, David Guillot, qui était opposé à ce qu'il considère un nouveau monopole, cette fois dans le gaz, les gisements de gaz du nord du pays. Carlon avait promis de briser ce monopole. Est-ce que ce n'est pas le début un petit peu des difficultés pour lui? Oui, Carlon là a dérapé un peu parce qu'il a ici une incompatibilité d'intérêts puisqu'il est ami avec Kobi Maimon, l'un des propriétaires de ce gaz. Et donc il a dit, je ne peux pas m'en mêler puisque je suis ami, j'ai ici un conflit d'intérêts. Disons que ce n'est pas un bon début pour Carlon sur cette affaire-là. La démission du professeur David, elle, est un signal clair qu'il y a quelque chose ici qui ne marche pas très bien. Okay? Carlon aurait dû suivre. Il ne l'a pas fait. Alors justement, pour parler globalement de la vision de l'économie d'après Moshe Carlon, à la fois libérale et sociale, est-ce que cette vision elle est en phase aujourd'hui avec les attentes de la société israélienne, 3 ans, 4 ans après la révolte des tentes? Je crois que oui, c'est ce que les gens attendaient. Lui représente plus que Yair Lapid d'ailleurs. Plus que Yair Lapid qui en fait compte, ne voulait pas être ministre des Finances. Lui voulait être ministre des Finances précisément pour répondre à cette attente. Oui, pour répondre à cette attente de ces centaines de milliers de gens qui ont défilé il y a 3-4 ans et qui ont demandé un niveau de vie meilleur et des prix moins chers, une compétitivité. Lui, il y croit vraiment. Et comme je le connais bien personnellement, il a la capacité de le faire. Donc une vision un petit peu plus libérale, social-démocrate, c'est vraiment ça un petit peu l'état dans lequel Israël se trouve. On retourne un peu au Likoud d'antan, au Likoud qui était droite du point de vue politique et à gauche. Et du point de vue économique, le Likoud de Menachem Begin, vous vous rappelez, le Likoud de Menachem Begin, c'était un parti social, même s'il était posté à droite. Au pouvoir. Voilà. Et pour vous, au final, est-ce que c'est quand même le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qui donne l'impulsion, qui donnera de toute façon, qui tranchera sur des choix importants, ou vraiment Moshe Carlon a les mains libres sur pas mal de choses? Ça dépend de l'accord entre eux. Par exemple, quand Netanyahu était ministre des Finances de Sharon, Sharon l'a aidé beaucoup à réussir. Si Netanyahu décide que la réussite de Carlon, c'est aussi sa réussite à lui, et il l'aidera, les deux peuvent travailler ensemble et réaliser leur projet. S'ils commencent à se battre comme l'ont fait Lapid et Netanyahu, on n'arrivera pas loin. Avec peut-être un retour de Carlon au Likoud, bon, ça c'est autre chose. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir accepté notre invitation. On va passer tout de suite au Media Watch. La revue de presse, et on parle de Snapchat, l'appli incontournable des jeunes, 12-25 ans, dont vous faisiez partie, Johanna Citruc, il n'y a pas si longtemps, une appli qui pourrait entrer en bourse très bientôt. Oui, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Snapchat, c'est une application donc, qui permet d'envoyer des photos ou des vidéos qui sont éphémères, autrement dit qui s'effacent au bout de quelques secondes de visualisation. Et c'est au site Bloomberg qu'Evan Spiegel, le patron de Snapchat, s'est confié. Je cite, « Nous devons entrer en bourse et nous prévoyons de le faire ». C'est donc pour lui une nécessité et ce n'est pas si surprenant lorsqu'on voit le succès de l'application. Aujourd'hui, après seulement 3 ans d'existence, Snapchat, ça représente 330 employés, 100 millions d'utilisateurs par jour et une valorisation qui pourrait bientôt atteindre les 15 milliards de dollars. Déjà une belle réussite. Et puis cap, Jonas, sur la Russie où ce sont les prisonniers qui pourraient contribuer au chantier de la Coupe du Monde de foot 2018. Oui, c'est la presse américaine qui a révélé cette information dénichée à l'origine par l'agence AP. En Russie, un député du parti de Vladimir Poutine a présenté un texte de loi pour limiter les coûts de l'organisation
l'organisation du mondial de 2018. Alors comment? En faisant appel à des travailleurs un petit peu particuliers, des travailleurs bon marché, des prisonniers. Donc pour 15 000 roubles par mois, ça représente un petit peu moins de 300 €, et bien les détenus pourraient contribuer à la fabrication de matériaux destinés au stade, au chantier du stade du mondial, ce qui permettrait à Moscou d'économiser beaucoup d'argent, voire même de tenir son budget initial de près de 13 milliards de dollars. Le problème, c'est que cette idée est évidemment très critiquée, car beaucoup de prisonniers russes travaillent déjà énormément pour des salaires souvent dérisoires et dans des conditions généralement très mauvaises. On peut l'imaginer. Alors justement, avant le mondial 2018, il y aura les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Attention, le Brésil a pris beaucoup de retard apparemment sur les chantiers. Oui, et pour critiquer gentiment ces retards, eh bien, les habitants du quartier de Santa Teresa ont réalisé une petite vidéo satirique que vous voyez à l'écran, avec en fond un parc olympique particulier. Il s'agit en fait du chantier de leur tramway débuté en 2013 et qui devait être terminé avant la Coupe du Monde, donc il s'est déroulé en 2014. Évidemment, c'est pas le cas. Mais aujourd'hui, en tout cas, la vidéo fait un véritable buzz sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Elle a été vue plus d'1 million de fois en moins d'une semaine. Ouais, original, avec l'humour en plus. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Reportage notamment sur une nouvelle chaîne de distribution en Israël. Tout à 1 €. Et l'info continue. Restez avec nous.